simplement pour ma part vous présenter les parlementaires qui m'accompagnent. Vous dire qu'on est très content avec la fédération du Parti communiste de l'Isère d'avoir organisé cette rencontre. C'est 2 jours en Isère pour cette étape de nos parlementaires à la rencontre des hôpitaux, puisqu'ils ont entrepris un tour de France, mais je vais les laisser s'exprimer. Je vais simplement vous les présenter. Il y a donc Pierre Darreville, député des Bouches-du-Rhône, Guillaume Gontard, qui est sénateur de l'Isère, Laurence Cohen, qui est sénatrice du Val-de-Marne, et Dominique Vatrin, qui est sénateur du Pas-de-Calais. Nous accompagne également Patrice Voire, qui est conseiller régional. Voilà, donc je vais leur laisser tout de suite la parole. Et je vais tenter d'animer un petit peu ce débat. Donc j'essaierai de faire la prise de parole. Ils vont d'abord, donc Guillaume va d'abord expliquer un petit peu la situation. Ensuite, Michel Soulier va nous parler de la situation des hôpitaux dans le département. Ensuite, il y aura une intervention de Sylvain sur un petit peu le CHU, replacer un peu le CHU dans sa globalité. On voit souvent le CHU comme un hôpital. C'est un hôpital, mais il y a aussi toute la partie recherche et il y a aussi quand même le CHU, c'est le premier employeur du département, je crois bien. Donc c'est aussi en termes économiques un équipement important. Donc Sylvain nous fera une présentation. Ensuite, des témoignages, des questions et j'essaierai d'animer le débat et de redonner la parole aux parlementaires pour vous apporter, pas forcément des réponses, mais en tout cas des éclaircissements sur la position des parlementaires communistes et de ce qu'ils défendent lorsqu'ils sont en séance au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Je laisse la parole à Guillaume. Bonsoir à tous. Moi, je vais être aussi assez rapide, puisque le but, c'est que vraiment on puisse avoir des échanges avec vous. Juste vous rappeler, du coup, le but, en fait, de ce Tour de France et pourquoi cette initiative des sénateurs et des députés. Bon, on connaît tous la situation des hôpitaux et je dirais de la santé en général dans notre pays. Et c'est vrai qu'on avait vraiment l'envie, et je pense qu'il y a vraiment l'envie de mobiliser au maximum sur cette question-là, qui a urgence, puisqu'on s'aperçoit dans différents... Donc mes collègues ont déjà débuté le Tour de France, donc ont déjà visité un certain nombre d'hôpitaux à Lyon, dans le Nord... et donc se rendre compte de cette situation qui devient à certains endroits dramatique. Et puis c'est aussi vraiment l'occasion d'avoir en direct le contact à la fois avec les infirmiers, avec les médecins, avec les agents hospitaliers pour vraiment comprendre ce qui peut se passer, des échanges, puis des échanges aussi avec les directions, puis c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, pour vraiment comprendre cette situation et voir de quelle manière on peut agir, à la fois sous forme de propositions de loi, sous forme à la fois aussi, je dirais, médiatiquement, et aussi sur des actions qu'on pourrait mener, et puis surtout être dans la capacité de proposer autre chose. Parce qu'il me semble que c'est vraiment surtout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on nous présente toujours des solutions comme si justement il n'y avait qu'une solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, on n'a pas de possibilité et que je dirais c'est la seule façon de faire. Et donc c'est d'arriver à montrer que non, c'est pas la seule façon de faire, que c'est un choix politique, mais qu'il y a d'autres choix politiques à avoir, et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre. Donc sur la journée d'aujourd'hui, ce matin on est à Saint-Égrès, sur l'hôpital psychiatrique, où on a pu rencontrer le personnel. Ensuite, on est allé à l'hôpital Sud, où pareil, on a pu rencontrer différentes personnes, notamment sur le service des urgences, avec un échange intéressant avec le chef de service des urgences, qui nous expliquait justement le fait d'avoir une urgence spécifique sur l'hôpital Sud, et donc l'intérêt de cette urgence spécifique liée au traumatisme. Et voilà, c'était une idée qu'il avait, lui, de dire qu'on pouvait spécialiser comme ça les urgences. Et puis cet après-midi, sur l'hôpital Nord, avec une rencontre avec les différentes directrices à la fois de l'hôpital de Voiron, de la Mure et puis du CHU. Pareil, avec une discussion assez riche, même si on n'était pas forcément d'accord, mais en tout cas une discussion, je trouve, qui était très franche et très directe, donc qui nous a permis vraiment d'avoir aussi le point de vue du côté de la direction, de voir aussi que forcément,
la direction a les moyens qu'on lui donne pour agir, et donc de voir aussi cet avis-là était aussi intéressant. Et puis tout à l'heure, le service de gérontologie, pareil, avec un échange avec le professeur Couturier. Et puis demain, on a l'hôpital de Voiron et de Lamure, qui était aussi intéressant d'avoir un hôpital, des hôpitaux qui soient un petit peu excentrés, hôpital de Lamure, je dirais plutôt hôpital de campagne, et de voir aussi ce fonctionnement. Ça nous permettra aussi d'aborder les déserts médicaux. Voilà. Donc, voilà pour un petit peu ces 2 jours. Moi, je pense que ce qui est intéressant, il va y avoir les 2 interventions, et puis qu'après, vraiment, on puisse échanger directement avec vous, et puis avoir à la fois vos idées, et puis qu'on puisse discuter de tout ça. Merci. On m'a donné la lourde tâche de présenter un petit peu ce que c'est que le GHT et l'état des hôpitaux du bassin. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Tout d'abord, par le commencement, Madame Bachelot, ministre de la Santé, a fait une loi pour demander aux hôpitaux de travailler en commun, en faisant des communautés hospitalières. Et pendant quelques années, il y a quelques hôpitaux qui ont essayé de le faire, d'autres un peu moins. Ce n'était pas une obligation. Elle avait mis des outils un peu plus libéraux pour permettre une porte d'entrée dans l'hôpital au secteur privé. Donc c'est le biais des groupements de coopération sanitaire où effectivement on utilise des moyens privés pour faire fonctionner des parties de l'hôpital. En principe, des parties plutôt logistiques de l'hôpital, telles que la restauration, les buanderies, des choses comme ça. Le gouvernement s'est rendu compte que c'était pas assez performant. Les hôpitaux ne jouaient pas tous le jeu. Et donc, du coup, Madame Touraine, à son tour, est allée un peu plus loin en rendant le travail, la mutualisation obligatoire. Donc, dans sa loi, le premier alinéa de sa loi, c'était de dire qu'il faut une loi pour moderniser l'hôpital et pour permettre à tous les usagers un accès garanti et un accès équitable. Et le deuxième alinéa de la loi, c'est de dire qu'on va arriver à ce moyen-là, on va arriver à tous avoir accès à l'hôpital en rationalisant l'hôpital. Et donc, effectivement, là, il n'est plus question d'essayer de faire, on a une obligation de faire. Et donc, la loi développe pour l'instant, parce qu'on pense que c'est qu'une étape, qu'une marche. Pour l'instant, il y a 4 services où les hôpitaux ont le devoir de travailler en commun. Il y a un vrai travail en commun, hein, il y a un vrai travail de mutualisation. Et puis, des services un peu plus secondaires, un travail en partenariat. Et puis, de façon optionnelle, ils peuvent travailler sur des mises en commun. Dans notre bassin de vie, autour de Grenoble, donc, a été formé un groupement d'hôpital de 9 hôpitaux autour du CHU de Grenoble. Parce que l'idée qu'a utilisée Madame Touraine, ça a été que pour chaque bassin de vie, il y a un hôpital référent. Mais en fait, il faut voir ça très clairement comme un vampire qui va ponctionner les plus petits hôpitaux périphériques. Parce que c'est très exactement ce qui se passe. En l'occurrence, le CHU de Grenoble, il est tellement volumineux, il a tellement de budget, il a tellement de commandes, il a tellement de besoins que forcément, il est prioritaire par rapport aux autres hôpitaux. Travailler avec le CHU, c'est comme je sais pas, le vendeur du coin qui travaillerait avec Carrefour. Et forcément, les besoins ne sont pas les mêmes et les tenants et aboutissants ne sont pas les mêmes. Donc du coup, depuis 30 ans maintenant, on demande à l'hôpital public de faire des économies. Pour ça, il y a eu différentes réformes, il y a eu différentes lois pour contraindre l'hôpital à être moins dépensier.
Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, maintenant, l'hôpital est malade d'une crise, d'une overdose d'austérité. À tel point qu'il y a des alertes partout en France, il y a des mouvements sociaux dans la plupart des hôpitaux de France, et il y a des suicides un peu partout en France. Donc il y a des alertes qui sont faites par des associations, par des personnalités, par des syndicats, par des partis politiques, par un peu tout le monde. Et il y en a eu un, malheureusement, en fin d'année, ici, au CHU de Grenoble. Quand c'est un suicide d'un médecin, on en parle un peu plus. Quand c'est l'hôpital un peu mis en avant parce que la directrice de cet hôpital a largement participé à la mise en place des groupements hospitaliers, tout de suite on y regarde d'un peu plus près. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de voix qui se sont élevées et du coup le médiateur national est venu dans ses locaux pour voir la situation de l'hôpital. Il avait une mission, hein, il a rendu un rapport qui est public le 8 janvier, où il fait le lien entre l'application de l'austérité à l'hôpital et les conséquences sur les personnels. Il était venu pour 3 missions, il était venu pour 3 services, notamment le jeune neurochirurgien qui s'est suicidé, mais également 2 autres situations de médecins difficiles. Pour autant, il est allé un peu plus loin que sa mission. Il a dit que quand même, voilà, c'était un peu tout l'hôpital qui avait besoin d'un regard quand même particulier. Il y a un autre rapport qui est intéressant, c'est celui des contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté qui sont intervenus le mi-septembre, ils sont restés une semaine au Vinatier et qui ont rendu un rapport de leur visite. Et eux, ils mettent en lien l'austérité avec les soins apportés aux patients et la liberté des patients en service de psychiatrie. Donc on voit qu'il y a 2 rapports qui sont faits par des instances indépendantes et qui mettent en avant les dangers de l'austérité. Moi, personnellement, je pense que si un directeur qui n'a absolument pas les moyens financiers de faire tourner un hôpital fait bien tourner un hôpital, forcément, il y aura de la casse. Et la casse, elle sera dans le personnel. Et si un directeur travaille bien, plus un directeur travaille bien, et plus il y aura de casse. C'est une évidence. Dans les 9 hôpitaux qui forment le groupement, il y a le CHU, et puis des hôpitaux qui sont forcément plus petits. Ils n'ont pas tous la même force. Nous, notre hôpital, il y a environ 1700 personnels. À Voiron, ils sont aux alentours de 1000. Rive, vous êtes à peu près 250-300. Voilà. Entre 250-300 et plusieurs milliers, le plus gros employeur de l'Isère, il n'y a pas photo, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Et on ne peut pas lutter sur de nombreux plans. Au niveau de l'informatique, au niveau de l'information médicale, au niveau des achats et au niveau de la formation professionnelle. C'est les 4 activités où on nous demande de travailler en partenariat tous ensemble, mais de mutualiser nos moyens. On ne peut pas rivaliser, c'est pas possible. C'est impossible. Il y a des activités pour lesquelles on nous demande de travailler en commun, les pharmacies, les laboratoires, les stérilisations. Là, c'est pareil, on ne peut pas rivaliser. À l'hôpital de Voiron, moi je suis de Voiron, à l'hôpital de Voiron, il y a une maternité, il y a un peu de chirurgie, un service de médecine. C'est pas compliqué. Si le laboratoire il disparaît, si le laboratoire pharmaceutique il disparaît, c'est pas très compliqué. Vous ne trouverez plus un médecin pour accoucher les femmes, parce que si jamais il y a un problème, il faut un résultat tout de suite. Et s'il n'y a plus de laboratoire pour donner le résultat tout de suite,
eh ben, il n'y aura plus d'obstétriciens pour accoucher les femmes. Et s'il n'y a plus de maternité, il n'y aura plus non plus de petite chirurgie. Donc un hôpital, il ne tient qu'à un fil. Donc effectivement, on voit les premières difficultés avec l'application de la mise en place des GHT, des groupements hospitaliers. Mais il y avait des précurseurs à ces groupements, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris, où ces groupements ont été mis en place 5 ans auparavant. Et là non plus, il n'y a pas eu de photo. Hein. Ils sont passés de, je ne sais plus combien, 39 hôpitaux à 12 groupements, si j'ai bonne mémoire. Et il y a eu 1000 suppressions de postes par an en 5 ans. Donc, nous, on n'en est pas encore là, mais effectivement, on s'aperçoit que la direction du CHU, elle est tellement puissante, elle est tellement importante qu'elle ordonne, qu'elle véritablement, c'est d'une violence très importante. Et effectivement, il y a quelques luttes. En l'occurrence, notre établissement a lutté pour qu'effectivement, il n'y ait pas de fusion des services informatiques dans les 9 établissements, pour qu'effectivement, il n'y ait pas de fusion au niveau de l'information médicale, mais ça reste très compliqué. Pour finir mon intervention, je vous ai amené le premier document. Le premier document qui a été publié dans notre groupement, enfin ce qui allait devenir notre groupement, hein, parce que c'était en janvier 2016, c'est le tout premier document, où donc on essayait d'imaginer ce qu'est allait être ce groupement. Et ben on le voit à la deuxième page. À la deuxième page, voilà, on cumule tous les chiffres de tous les établissements. On additionne tous les chiffres des établissements. C'est une seule et même entité, ce groupement. Ce groupement, il rassemble l'ensemble des personnels, il rassemble l'ensemble des lits, il rassemble l'ensemble des budgets, l'ensemble des médecins, il rassemble tout. Et il fait un tout indivisible. Et effectivement, nous pensons que c'est qu'une marche vers une entité qui sera encore plus imposante, encore plus importante, et où des choix seront forcément faits. Parce que de toute façon, on nous explique que de l'argent, il n'y en a pas pour la santé. Il y en a pour autre chose, hein, mais il n'y en a pas pour la santé. Et il y aura forcément des choix à un moment donné à faire quand il s'agira de soigner des personnes qui sont à l'autre bout du département. Moi aussi. Oui, bon, je vais être très rapide parce que je m'excuserai parce que économiste, Université de Lyon 2, et il se trouve qu'il n'y a encore pas si longtemps, je travaillais pour l'ADES Rhône-Alpes, qui est une association qui a été créée dans les années 70 par la région CGT et qui avait pour but une mission un peu d'anticipation économique et de travailler en lien avec les organisations syndicales de la région pour essayer de travailler ces questions d'anticipation. Donc moi je suis pas du tout technicien, moi j'ai travaillé sur l'aide à domicile et en collaboration avec Jacques Perrat qui est l'autre économiste de l'association, on avait souhaité porter un projet de travail et de recherche autour des technologies du maintien de l'autonomie pour essayer de faire converger un petit peu déjà nos domaines de recherche respectifs, lui plutôt sur les questions industrielles et moi plutôt sur les questions du social et du médico-social sur l'aide à domicile, puisque j'avais travaillé sur la tarification dans l'aide à domicile. Et donc on avait mis en place ce projet de recherche qui visait à essayer de voir un petit peu dans la région Rhône-Alpes à l'époque, puis Auvergne-Rhône-Alpes, comment pouvaient un peu se travailler ces questions d'anticipation autour des technologies du maintien de l'autonomie. Donc je présenterai juste, enfin je rappelais en tout cas pour ceux qui ne savent pas qu'effectivement le CHU de Grenoble, comme nous disait le professeur Courteillier, a une histoire un peu sur ces questions de maintien de l'autonomie et de gérant technologie, qui a eu des recherches également qui ont été menées par Catherine Buchet à l'Université de Grenoble sur ces questions-là. Et donc l'idée c'était de vous faire un petit retour sur ces choses-là pour voir un petit peu quels sont les enjeux et puis un peu les directions. Donc ces technologies du maintien de l'autonomie, la façon dont nous on essaie de les capter, c'était en fait on n'arrivait pas à en donner une définition très opérationnelle. On voyait très bien que ça se regroupait par des grandes familles un peu d'innovation, mais plutôt voilà, e-santé et domotique, c'est ce cumul de technologies-là qu'on essaye aujourd'hui, à grand renfort de subventionnement,
de développer et de promouvoir dans le cadre d'initiatives, comme on a pu en discuter avec le professeur Couturier, sur Agiradom, devenu un nouveau nom d'Autonomadom. Donc historiquement, il faut savoir que cette filière un peu des technologies de maintien d'autonomie s'est beaucoup développée ici dans les travaux, depuis les travaux du professeur Franco puis du professeur Rial. Donc on a une base, on va dire, de données, d'études qui ont été menées sur la question, qui donnent certains résultats, quelques résultats dont j'essaie de vous parler. Et cette création de filière, on va dire, elle s'appuie notamment sur le TASDA, qui a été mise en route par le pôle de compétitivité minalogique. Donc on a un pôle des compétitivités à visée nationale et internationale lié à la microélectronique sur le bassin grenoblois et qui est à l'origine, avec le CHU Grenoble, de la mise en place de ce TASDA, le technopôle des technologies du maintien de l'autonomie. Et donc ce TASDA a développé, vise à mettre en lien les différents acteurs industriels et les acteurs du social et du médico-social. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur la plateforme du TASDA, on a une petite plateforme qui s'appelle Domino et qui permet de visibiliser un petit peu les différents projets, les différents produits du technologie de maintien d'autonomie qui sont aujourd'hui disponibles. Donc dans le cadre de notre recherche, je m'étais un petit peu affronté à essayer de regarder un petit peu quelles étaient ces différentes innovations qu'on essayait de promouvoir. Et en fait, on avait vu que très généralement, on a des familles d'innovations qui sont à peu près toutes les mêmes, c'est-à-dire beaucoup de technologies qui se développent autour de la télésurveillance. Voilà. Donc la télésurveillance, on va dire que ce n'est pas très nouveau, puisque déjà dans les années 70, la téléassistance est née de la mise en place et du développement du téléphone dans l'ensemble des foyers, et ça permettait d'avoir à distance une possibilité d'intervention chez les personnes. Donc on voit que c'est juste une espèce de gradation, mais avec cette idée de plus en plus qui pousse de surveillance des personnes âgées, voilà, ou des personnes en perte d'autonomie. Donc surveillance en termes de monitoring des constantes, ou bien tout ce qui est dispositif d'anti-chute. Donc ça c'est vraiment le gros, donc là j'ai regardé rapidement dans le rapport, on était à peu près sur 40% des innovations en place étaient liées à ces technologies de surveillance, on va dire. Et puis après, une grosse partie des technologies qui sont portées et poussées sont plutôt des technologies qui sont liées à la mise en commun des personnes intervenantes au domicile, donc notamment les personnes de la famille, et d'avoir des médiations technologiques donc sur les smartphones, les différentes plateformes qui permettent de se connecter et finalement de, a priori, fluidifier l'intervention au domicile et la circulation des différents intervenants. Donc on a finalement des technologies, et puis bien sûr tout ce qui est domotique, parcours lumineux, etc. Donc en fait on voit qu'on n'a pas une extrêmement grande originalité dans les innovations, c'est plutôt toujours les mêmes innovations, avec des innovations qui sont vraiment très très poussées et qui posent des questions sur le sens du maintien de l'autonomie et de comment on veut exercer ce maintien de l'autonomie, avec par exemple des bouteilles d'eau connectées qui permettent de suivre la consommation en temps réel d'eau des personnes âgées pour éviter les déshydratations, etc. Donc on est vraiment sur des formes de surveillance et de contrôle des personnes âgées et qui visent à la possibilité de les sortir au plus possible, ce qui est bien l'idée du modèle de l'hospitalisation. Je me présente René Veltaz, donc je suis secrétaire à la politique financière de la CGT Santé de l'Isère et ancien secrétaire du syndicat du centre hospitalier de Rives, la CGT. Donc avec ma collègue qui a pris ma suite, on aurait aimé que vous montiez au centre hospitalier de Rives, ça n'a pas été possible, mais là vous auriez vu un établissement qui est en grande difficulté financière. Donc je vous présente en 2 mots le centre hospitalier de Rives qui fait partie du groupement hospitalier de territoire avec le CHU de Grenoble. Donc c'est un petit établissement, 250 salariés, qui accueille essentiellement des personnes âgées. Il y a quand même un service de médecine qui résiste malgré toutes les pressions qui sont faites pour le supprimer. Un établissement qui, depuis 30 ans, était en excédent budgétaire ou à l'équilibre. Et tout d'un coup, en décembre 2017, on nous annonce
un déficit budgétaire dans le PRD de 1,5 million sur un budget de 12 millions. Plus de 10% de déficit budgétaire. Alors ceux qui ne savent pas, c'est qu'à partir de 3% de déficit budgétaire, l'ARS impose un plan de redressement, un plan de retour à l'équilibre financier. Donc là, on va être mangé, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Et ce déficit vient en partie sur des prestations que le centre hospitalier fournit à une EHPAD, l'EHPAD du Grand Lens, et qui ne sont pas payées depuis 2011, ces prestations. Donc, pour un coût de 600 000 €. Et on est averti, là, uniquement aujourd'hui, en décembre, quoi, que l'EHPAD du Grand Lens ne paye pas les prestations qui sont fournies. Dans n'importe quelle entreprise privée, ça s'appelle de l'abus de bien social. Dans le public, ça ne s'appelle pas comme ça. Parce qu'il faut quand même savoir que le directeur du centre hospitalier de Rives est aussi le directeur de l'EHPAD du Grand Lens, à qui il fournit des prestations. C'est un EHPAD public? Oui, public, ouais. Donc il fournit des prestations à l'EHPAD public sans faire payer, quoi. Et donc, ça met le centre hospitalier en grande difficulté financière. Donc, le plan d'économie a déjà commencé. Donc, suppression de certaines primes pour le personnel, non-remplacement des absences, suppression du personnel, tout ce qui va avec, quoi. Et maintenant, on en vient à des économies sur les soins qui sont apportés aux résidents. Donc, suppression du linge de toilette. Il y avait déjà eu faire payer les résidents les chambres individuelles. Jusqu'à présent, c'était gratuit. La télévision, jusqu'à présent, c'était gratuit. Un vrai service public, hein, jusqu'à présent, le centre hospitalier de Rives. Maintenant, on fonctionne comme un établissement privé. Hein. Donc, et maintenant, suppression du linge de toilette, du savon, et on parle maintenant suppression de la viande le soir. Donc, économie. Hein. Donc, notre directeur est convoqué à l'ARS le 2 mars. Alors là, ça va être pour le plan de retour à l'équilibre financier. Donc on sait ce que c'est suppression de personnel. Il n'y a pas d'autre solution que la suppression de personnel. Ils ont déjà ouais. Ils ont raclé sur tout ce qu'ils pouvaient. Donc maintenant, c'est le personnel. Donc, on essaye de rencontrer un peu tous les intervenants qui ont un poids dans cette histoire. Donc l'ARS nous ont répondu non, une fin de non-recevoir. On doit rencontrer certains politiques de la région là-haut, où on essaye de faire bouger les choses. Et donc le syndicat appelle à une journée de grève le 12 mars avec un rassemblement devant l'administration du personnel et tout le monde est bienvenu pour venir soutenir le personnel. Pour faire remonter nos revendications à la direction. Voilà, pour le centre hospitalier de Rives. L'année dernière, et en particulier au mois de septembre, on a des praticiens hospitaliers de la région et des hôpitaux d'Isère. Là, on s'est réunis pour envoyer une lettre ouverte à Madame la Ministre, pour qu'elle nous reçoive, pour qu'on lui fasse part à la fois de la situation et à la fois des propositions qu'on pouvait faire, nous, en étant sur le terrain. Donc, en particulier sur la dégradation des services publics, sur les difficultés croissantes que rencontraient les usagers pour pouvoir accéder aux soins, pour arrêter les restructurations et les fermetures de lits qui sont dommageables au public, et puis pour demander que aussi les médecins puissent de nouveau avoir voix au chapitre quant aux grandes décisions hospitalières qu'il peut y avoir. Parce qu'on considère quand même qu'on a peut-être quelque chose au niveau de la santé à pouvoir dire. Voilà, je crois que j'ai... Est-ce que j'ai oublié autre chose et puis aussi la pénurie des médecins. Comme vous savez, actuellement, il manque beaucoup de médecins. Donc, quelles solutions il pouvait y avoir, soit au numerus clausus, soit au niveau des internes. Voilà.
Donc parce que actuellement on est quand même relativement inquiet de la situation. Il y a quand même tout le baby-boom qui est parti à la retraite. Il manque des médecins un peu partout. Les nouveaux médecins qui arrivent ont des charges immédiatement très lourdes qui font qu'eux-mêmes ont tendance à ou être en burn-out ou à abandonner la profession. Ce qui me paraît quand même quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis que je travaille. Et donc c'est plus qu'une alerte, quoi. C'est qu'effectivement, là, au niveau des soins, il y a vraiment quelque chose, un choix de société à faire, et peut-être que le public n'est pas bien au courant quand même de ce qui est en train de se passer pour nous tous. Je fais le lien avec la situation de Rive. On a eu une réunion sur Paris, et donc on voit comment en fait les questions des déficits sont instrumentalisées. On a eu des collègues qui nous ont dit qu'on était dans un hôpital à l'équilibre budgétaire, mais tout d'un coup, le budget était diminué. Donc, ça devient déficit. Et donc, on vous dit, maintenant vous êtes déficitaire, mais tout tourne, on a des taux d'occupation super bons, tous nos indicateurs économiques sont bien. Oui, sauf qu'il va falloir faire pareil avec X millions en moins. Donc, vous créez un déficit. Voilà. Et donc, ça permet de licencier. Voilà. Moi, j'ai des jeunes collègues, en effet, je rejoins. Hein, moi, en un an, j'ai vu 3 burn-out dans mon service. J'ai vu 6 médecins partir en libéral. C'est énorme. On voit ça continuellement. Et on entend un discours sur... Moi, j'ai vu un des directeurs qui est parti là, où j'ai assisté à une réunion où il y a une collègue qui n'en pouvait plus, elle tenait quasiment le service toute seule. Elle a dit, moi, je vais partir en disponibilité. Et littéralement, le directeur a dit, bah, ça tombe bien, j'avais l'intention de fermer le service, c'est l'occasion de le faire. Ce service, il a été fermé. Voilà. Et il n'est pas réouvert. 20 lions sautés comme ça. Quel hôpital vous avez dit? Saint-Égrève. À Saint-Égrève aussi. Voilà. C'était il y a à peu près un an. Je vais quand même essayer d'alerter en disant quand même que c'était grave, que les urgences allaient être mobilisées. Enfin, on sait très bien ce qui va se passer là. Mais donc c'est à la fois des discours où on nous dit, mais moi je parle en tant que médecin, mais moi je parle aussi pour mes équipes. Moi, je suis médecin hospitalier, je travaille avec des infirmiers. Voilà. Mais je parle aussi pour mes équipes. On nous dit à la fois, faites de la prévention, faites du pluridisciplinaire, donc on a des discours de santé publique, de l'ambulatoire. En même temps, on nous empêche de le faire et on nous culpabilise sans arrêt de ne pas faire assez bien. On a des taux d'occupation qui sont de 98%. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que le matin, un patient part, le soir, il y en a un. Donc, je veux dire, il y a une rentabilité, on parle d'interrentabilité qui est énorme. À côté de ça, on nous dit, mais non, c'est pas encore suffisant. Les gens qui partent en permission prennent leur lit pour qu'il y ait des gens qui soient de nouveau dessus. Après, on va dire qu'il y a de la maltraitance hospitalière. Je ne les ai pas de face. Le système fait que ça... Et je rejoins ce que disait M. Soulier, c'est des lois qui sont appliquées, on demande à l'ARS de l'appliquer, qui demande au directeur de l'appliquer, et la pression est mise sur les infirmiers, les médecins, ça écrase tout le monde, et là, on voit ça émerge de partout, il y a une révolte qui est là. Voilà. Les directeurs d'EHPAD se sont mis aussi dans la gamme. Je ne sais pas quand est-ce que les directeurs d'hôpitaux arriveront à nous rejoindre, mais parce que nous, dans notre mouvement à la Madame Lucer, on n'est pas du tout anti-directeur. On est là, on dit, nous, on veut travailler avec la direction. On sait très bien qu'on a besoin de gestionnaires. Nous, on est des médecins, on n'est pas des gestionnaires. On a appris, moi, mes études datent de 90, j'ai déjà appris que la santé avait un coût, je le sais. On savait déjà, en 90, qu'actuellement, il y aura un déficit de médecins. Moi, dans mes études en 90, on m'avait dit, vous verrez, arrivera dans les années 2000, 2010, on sait très bien qu'il va y avoir une pénurie de médecins. Depuis, moi, 90, ça commence à dater, on savait très bien. Les politiques le savaient. On arrive maintenant, on dit, ah, mais bon, bah, ça, alors, c'est... Voilà. Pour ça, là, il faut essayer de se... Voilà. On fait ensemble les forces pour se dire, mais les politiques, ils ont une responsabilité à avoir, s'ils décident d'arrêter de soigner les gens, ben, ils le disent. Voilà, que les gens le sachent. Et ce discours qui est, ça va être toujours meilleur avec moi, ça n'est pas possible. Je vais quand même revenir sur le discours de notre Premier ministre sur la santé, parce que je ne sais pas si tout le monde a bien en tête ce qu'il nous a annoncé. Une réforme en profondeur du financement des soins. D'ici la fin de l'année 2019, je souhaite que cette équipe, donc une équipe qui met en place pour travailler là-dessus, nous propose des modèles de financement nouveaux qui marquent une rupture avec la logique inflationniste actuelle. Il ose parler de logique inflationniste alors qu'il y a plus de 10 ans que les budgets sont sans arrêt en baisse. Comme quoi, il transforme tout et il raconte n'importe quoi. Après, il nous dit
les groupements hospitaliers territoires constituent une bonne première étape. Elle doit encore être approfondie. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui en groupement hospitalier territoire, ce n'est que le début. Donc on se demande jusqu'où on va aller. Puis, à cause, parce que M. Caron vient de dire qu'on savait qu'on allait manquer de médecins, évidemment, il y a un numerus clausus. Donc tout le monde savait dès le départ qu'avec le numerus clausus, on manquerait de médecins. Et il nous dit, pour venir compenser le manque de médecins, les pratiques avancées en soins infirmiers seront encouragées. C'est-à-dire qu'il va faire faire à des infirmiers des actes qui étaient pratiqués avant par les médecins. Ça coûtera moins cher, mais on ne sait pas ce que ça donnera. Parce qu'on est infirmier, on n'est pas médecin. Un nouveau contrat social doit être proposé aux agents de la fonction publique. La simplification du dialogue social, un recours accru à des contractuels, l'assouplissement des statuts, la reconnaissance du mérite et de l'engagement dans la rémunération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils détruisent le service public et la fonction publique. Ils veulent tout liquider et aller vers le privé. Et ça, je pense que c'est ce qu'on doit dire au public. Parce que si le public ne comprend pas ça, on est foutu. La santé publique, le service public de santé et ce qui soutient le service public santé, c'est-à-dire notre sécurité sociale, basée sur les cotisations sociales et non sur l'impôt. Puisque là, je vous rappelle aussi qu'on a été augmenté, les retraités ont le sang passé 1,7 de CSG supplémentaire. L'impôt peut être détourné n'importe quand, en n'importe quel fait. Donc la sécurité sociale et le service public est en grand danger. Et je pense que c'est notre devoir, nous syndicalistes, nous qui sommes conscients du problème, les parlementaires, à le faire savoir largement à la population. Et je pense que le 22 mars, où il y a une grande journée à l'appel de la fonction publique, à mon avis, on sera très nombreux, nous les hospitaliers, dans la rue, parce que ça ne peut plus durer. Que j'avais prévu pour éviter de tomber malade, parce que je m'étais battue les 4 ans auparavant contre le système qui cassait les soins. Donc je m'y suis épuisée, je dormais plus, et je pouvais surtout plus penser à mes malades, plus penser à mon service, plus faire de projets pour améliorer le service. Donc j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie et je vais bien. Deuxième point, ça je trouve que c'est terrible d'être partie 4 ans avant parce que ça fait 10 ans de ça. Je suis en forme et je pourrais encore travailler. Mais c'était plus possible dans les conditions qu'on nous faisait, qui cassaient les soins. C'est surtout ça. Le deuxième point, c'est une question. Je suis préoccupée par ce que vient de souligner Madame Dotto. C'est comment on va financer les soins si on supprime les charges. Les charges que payent les salariés, les charges que payent les employeurs. Qui va payer? Comment? Voilà. Donc je suis très très en souci. Et mon troisième point, c'est une remarque. Je connais très bien le système de santé de Cuba parce que je participe à une association franco-cubaine de psychiatrie. Donc j'ai visité les services de santé à Cuba depuis 17 ans, très régulièrement. Et à Cuba, vous savez, les moyens financiers, ils n'en ont pas des masses depuis très très longtemps. Leur système de santé n'est pas en difficulté par rapport aux soins qu'on propose. Comment ça se fait? Eh bien, il y a des êtres humains qui bossent. Ils n'ont pas eu de médicaments jusqu'à il y a 10 ans, ils n'avaient pas de médicaments. Ils n'ont pas de technique. Ils ont quelques appareils qui leur sont fournis par les Chinois, mais sinon, tout le matériel technique date de la Révolution. Eh bien, tout est entretenu, c'est comme les voitures. Tout est entretenu, ça marche, ils ont de la dentition en bonne santé, ils ont un taux de mortalité infantile inférieur au nôtre, ils ont un suivi des grossesses bien meilleur que dans tous les pays européens, ils forment des médecins pour toute l'Amérique latine. Enfin voilà, moi je me dis, c'est pas une question d'argent, c'est une question... Alors je suis pas en train de faire le panégyrique du régime politique, je parle que du système de santé. Je pense qu'il y a autre chose que l'argent pour réfléchir à la question de la santé. Ce qu'avaient fait nos anciens, lorsque dans les années 50, ils ont réfléchi à l'organisation de la santé, ils ont mis en place le secteur psychiatrique. Alors évidemment, on sortait de l'asile, évidemment on allait dehors. Aujourd'hui, on rentre
Les soignants et les patients rentrent dans les hôpitaux parce qu'on n'a plus les moyens de les soigner dehors. On n'a plus les moyens physiques, on n'a plus les moyens moraux parce que ça demande du temps, ça demande de la disponibilité d'esprit et on n'a plus les moyens financiers. Donc c'est retour en arrière, retour à l'asile. Alors c'est vrai pour la psychiatrie, ça va être vrai aussi pour la médecine, chirurgie, obstétrique, puisque forcément les mêmes mots entraînent les mêmes effets. Où il faut qu'on soit fort pour dire si on a les moyens. Oui, je ne dis pas qu'on n'a pas les moyens. Voilà, mais c'est un choix de ne pas donner les moyens à l'hôpital pour en arriver là. Voilà. Donc, parce que souvent, c'est un peu l'idée, on ne peut pas faire autrement, un peu ce que disait tout à l'heure Guillaume Gontard, on ne peut pas faire autrement et on courbe le dos un petit peu en se disant on n'a pas le choix donc on va encaisser. Si, en tout cas d'un point de vue de l'hôpital, il y a d'autres choix financiers que ceux qui sont faits et sans doute que même si tout n'est pas une question d'argent, je suis d'accord avec vous, sans doute que s'il y avait un peu plus de budget accordé dans nos hôpitaux et au niveau de la santé, ça irait quand même un peu mieux. Lequel ou laquelle d'entre vous veut avoir une première réaction sur la situation de Rives, sur le courrier aussi qui n'a toujours pas de réponse, je crois. Il y aurait d'offres de soins et moins il y aurait de dépenses de santé. Le but était de réduire déjà les dépenses de santé. Les groupes communistes sont opposés dès le départ au numerus clausus, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale et le Parti communiste aussi. Et je me réjouis qu'aujourd'hui d'autres se condamnent le numerus clausus. Mais c'est un petit peu tard, il faut quand même bien le dire. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête par rapport à la situation des hôpitaux, c'est qu'on a les chiffres des économies à marche forcée qui leur ont été imposées. C'est au niveau national, au niveau global. On ne parle que des hôpitaux. Sur les 10 dernières années, 7 milliards d'euros d'économies, de restrictions budgétaires, on peut l'appeler plus exactement comme ça. Mais tout cela s'accélère. Les 3 dernières années, 3 milliards. Et pour l'année 2018, Mme Buzyn, qui est pourtant issue du monde médical, hospitalier, impose pour une seule année, l'année 2018, 1,5 milliard d'euros de restrictions budgétaires aux hôpitaux. Alors concrètement, on nous l'a dit ici, quand on gèle les réserves et quand on baisse les tarifs, ce qui a été annoncé ces jours-ci, il y a ça des répercussions très directes. Tous ces tarifs rabotés, par exemple, 500 000 euros sur le MIG SAMU, c'est-à-dire le financement d'une mission d'intérêt général, SAMU, et 200 000 euros sur une mission d'intérêt général pour lutter contre la douleur. Et ce que nous disait la directrice ici, c'est que ces restrictions imposées pour la seule fin d'année 2017 et annoncées pour 2018 simplement au niveau des tarifs des prestations, eh bien c'est 6 millions d'euros en moins. Et répétons tout cela au niveau de chaque hôpital, au niveau de chaque structure, eh bien vous arrivez à une situation où c'est l'ensemble des hôpitaux quasiment qui sont en déficit et que ça s'accélère. D'autant que le constat, c'est qu'il y avait à peu près 500 millions d'euros de déficit global des hôpitaux en 2016. On arrive à 1,5 milliard, donc multiplié par 3 en une seule année. Et que tout cela entraîne non seulement une dégradation des soins pour les usagers, décompression, pardon, 1,5 milliard. 1,5 milliard globalement en France. Donc dégradation des soins pour les usagers et suppression de personnel ou non-formation ou non-recrutement par rapport aux besoins. Et tout cela, effectivement, est extrêmement grave, puisque, y compris, c'est la possibilité pour les établissements publics, les hôpitaux publics, d'investir qui est remise en cause, puisqu'il n'y a plus, comme ça avait été le cas avant, de subvention de l'État. Chaque fois qu'un hôpital fait un investissement, il s'endette, parce qu'il n'a pas les moyens bien, de financer les équipements ou les constructions, les extensions qu'il met en place. Et donc tout cela est à relier avec
le fait qu'en réalité, les gouvernements successifs n'ont pas pris en considération l'évolution naturelle des dépenses de santé liées au vieillissement de la population, liées au développement des maladies chroniques et bien sûr à la démographie, puisqu'il y a de plus en plus d'habitants, de plus en plus de patients. Et que à chaque fois que le gouvernement ces dernières années augmentait les objectifs de santé de 2%, autour de 2, cette année c'est 2,3, mais ça a été 1,9 il n'y a pas si longtemps, on est loin de répondre aux besoins de santé de ce pays, qui sont estimés par la Fédération des hôpitaux de France à 4,5. Donc par exemple, dans le budget 2018, la ministre nous dit « mais tout ce que vous dites, vous les parlementaires communistes, vous mentez, il n'y a pas d'économie imposée puisque j'ai augmenté le budget de 4 milliards. En réalité, il fallait mettre 8 sur la table. » Mais elle met 4 milliards et pas 8 parce qu'un choix politique a été fait, plus au niveau de l'État, cette année comme d'autres années antérieures, mais en plus particulièrement cette année, puisque parallèlement, il manque 4 milliards d'euros pour la santé dans notre public, dans notre pays, mais on a allégé les plus riches de 4 milliards d'euros d'impôts sur la fortune, plus 1,5 milliard liés au prélèvement qui était fait sur les revenus des actions. Vous voyez que ce serait très facile, simplement en mettant l'argent qui a été donné aux plus riches, en le remettant sur les politiques de santé, de régler le problème de l'année 2018. Alors je crois que c'est un problème plus fondamental, et vous avez eu raison de dire, c'est la sécurité sociale que l'on met en cause, lorsque notre collègue Laurence Cohen défend au Sénat, dans l'Assemblée, un amendement pour dire enlevons la taxe sur les salaires. On ne voit pas pourquoi les hôpitaux publics paieraient une taxe sur les salaires. Et il est possible, en supprimant cette taxe, de gagner 4 milliards d'euros, et on retrouve encore un moyen de financement des dépenses de santé, notamment hospitalières, dans notre pays. Alors il y a deux réponses, dont une qui est faite par la ministre, qui est de dire mais c'est un fusil à un coup. Ben oui, parce que leur objectif, c'est toujours de continuer à enlever de l'argent. Alors ce que vous nous dites, c'est vrai pour 2018, ce ne sera pas vrai pour 2019. Et qu'en réalité, c'est même plus de la lutte contre les déficits publics qu'ils mettent en avant. Ils veulent réduire la dépense publique. Et ils veulent privatiser. Et on le voit, ce qu'on voit à l'hôpital, on le voit à la SNCF. Vous voyez que c'est la logique privée totale où on supprime des petites lignes et on casse le statut des cheminots et on privatise et on engage la privatisation des lignes. Eh bien, je pense que c'est ce choix de société, c'est ce choix politique qu'il faut inverser. Et je pense que c'est important qu'il y ait les mobilisations du 22 mars, en particulier, il y en aura bien d'autres. Nous ne cessons d'interpeller la ministre et le gouvernement et le Premier ministre sur ces questions dans notre travail parlementaire. C'est aussi la raison de ce Tour de France. Je veux simplement vous informer que nous avons obtenu, parce que nous avons posé la question en séance publique, que la ministre nous reçoive. Eh bien, nous proposons que tous les acteurs de santé mobilisés à travers le pays, vous en avez cité déjà beaucoup dans cette région, eh bien, nous accompagnent avec tous ceux qui ont demandé jusqu'à maintenant des rendez-vous qui ne les ont pas obtenus, nous accompagnent au mois de mai, lorsque nous aurons ce rendez-vous pour faire bouger les choses, enfin, dans ce pays. On a évidemment aussi mené cette bataille à l'Assemblée nationale. Le paysage que vous avez décrit, il faut avoir conscience que c'est un paysage qui est généralisé aujourd'hui. On est dans une crise profonde de l'hôpital public. Et cette crise, elle a été décrite, vous l'avez dit, je crois, il y a quelques instants de cela, du point de vue des personnels qui sont en souffrance. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a du mal aussi à faire face réellement aux besoins de santé et à relever le défi de la santé publique dans notre pays. Il y a des raisons à cela. Tu viens de les évoquer. J'en rajoute une sur la volonté de non-financement. Aujourd'hui, dans le budget 2018 du financement de la sécurité sociale, on a intégré le CICE. C'est 21 milliards de cadeaux aux grandes entreprises
Carrefour qui licencie, et bien d'autres, Coca-Cola qui licencie aussi dans mon département. C'est des cadeaux aux grandes entreprises qu'on a intégrés dans le budget de la sécurité sociale avec un moins devant. Et ça, c'est autant d'argent qui va nous faire défaut pour répondre aux besoins de santé, pour développer l'hôpital public, pour embaucher du personnel, pour le payer correctement, etc. etc. Donc je crois qu'il y a là réellement des choix d'utilisation de l'argent qui ont été faits par ce gouvernement, qui sont des choix que nous avons qualifiés, d'autres l'ont fait également. Ce sont des choix qui sont effectivement en faveur des plus riches, mais en faveur de la finance. Et cet argent-là, il nous fait défaut à nous pour l'intérêt général. Donc je crois qu'il faut accepter de mener le débat public au bon niveau et accepter la confrontation que nous impose Emmanuel Macron. Et ça veut dire qu'on est là dans une logique projet contre projet. Il y a le projet libéral qui nous est proposé par Emmanuel Macron. Je ne crois pas, honnêtement, qu'il est de majorité dans ce pays. Ça mérite en tout cas un grand débat. Le projet libéral, je parle. Emmanuel Macron, lui, a été élu, qu'on s'entende bien. Je n'ai pas raté d'épisode. Et puis, il y a un autre projet d'une protection sociale solidaire, d'un service public développé. Alors, ce que nous voyons, c'est que toutes les réformes, elles accroissent finalement deux choses. La première, c'est l'austérité, dont on vient de parler. Et la deuxième, c'est la libéralisation. Et on crée des espaces de plus en plus pour que se développent des lieux de profit pour quelques officines et pour quelques-uns. Et là, on le voit très bien dans l'hôpital public. Lorsque l'hôpital public est en incapacité de faire son travail, il y a des oiseaux qui sont postés sur les branches et qui débarquent avec des propositions. Évidemment, ce n'est pas de l'accès aux soins pour tous à égalité. On est dans un autre système, on est dans autre chose. Mais il y a des espaces comme ça qui s'élargissent, qui s'agrandissent pour celles et ceux qui veulent faire du profit. Donc, je crois qu'il y a besoin aussi de mettre tout ça sur la table et d'engager une contre-offensive. Donc, dans l'hôpital public, il y a une conscience parmi les personnels de ce qui est en train de se passer. La population commence aussi à le ressentir, mais l'enjeu est là, c'est d'en faire une vraie question populaire. Il me semble qu'il y a peut-être, à partir de là, la possibilité de faire grandir un mouvement fort, suffisamment fort, en tout cas pour s'imposer au pouvoir en place et pour qu'il y ait des victoires possibles dans les temps qui viennent. Nous, on n'est pas simplement venus ici avec vous dénoncer un état de choses en se disant « bon, voilà, tout ça n'est pas bien, tout ça va dans la mauvaise direction, tout ça est désespérant ». La logique qui est la nôtre, c'est une logique de combativité. Donc, évidemment, à l'Assemblée nationale, au Sénat, on porte une parole offensive, on se bagarre. Mais moi, je le vois, en tout cas, je ne vais parler que de l'Assemblée, ils sont quand même nombreux en face. Et donc, on a besoin que le rapport de force, il sorte des murs de ces hémicycles-là, et qu'il se fasse sentir d'une autre façon. Donc, voilà, j'ai un peu envie, moi, d'appeler, de lancer un appel à la mobilisation sous toutes ses formes. Vous avez écrit cette lettre qui a été signée par beaucoup de médecins. Il y a les mouvements qui se développent, l'appel au 22 qui a été lancé ici tout à l'heure, et on voit bien effectivement qu'il y a une logique d'ensemble. Il y a une logique d'ensemble. Donc voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit, en tout cas, que moi je suis venu. Je pense que c'est dans cet état d'esprit que nous faisons aussi le tour de France des hôpitaux, parce qu'un petit peu partout, cette situation que vous décrivez, eh bien, elle est multipliée, avec parfois d'ailleurs une gravité encore plus importante, avec des fermetures d'hôpitaux programmées, avec des hôpitaux qui ont des déficits abyssaux, et cette dette, elle les empêche finalement de faire tous les investissements dont ils ont besoin. Et donc voilà, il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut agir, je crois. On en a évoqué quelques-uns, et je pense que vous avez aussi des idées. Voilà, je m'arrête là. C'est juste pour rappeler que nos aïeux, en 1943, quand ils ont imaginé la sortie de la guerre, ils ont imaginé que on puisse faire la sécurité sociale, on puisse créer un nouveau modèle social à l'abri des puissances financières. Et pour ça, ils ont imaginé la Sécu indépendante du pouvoir politique et totalement indépendante. C'est pour ça que c'est pas des fonctionnaires, c'est pas la fonction publique, la sécurité sociale, elle est vraiment indépendante. Or, en 1996, on a changé totalement de monde, puisque là, depuis 1996, c'est l'Assemblée nationale qui dicte l'effort financier, la dépense qu'on allouera à la santé. Et c'est de là que viennent les économies. C'est depuis 1996
c'est quand même très grave ce qui s'est passé cette année-là. Juppé, il a ramené le pouvoir à l'Assemblée nationale pour dicter le budget de la sécurité sociale. Et en l'occurrence, comme chaque année, il est visé à la baisse, ça donne tout de suite le ton au niveau des hôpitaux, puisque c'est répercuté directement. Et aujourd'hui, quand on parle de financement, de nouveaux modèles de financement, c'est pas pour imaginer que les hôpitaux vont avoir plus d'argent, hein. C'est pour continuer à ce qu'ils en aient toujours moins. Là, en l'occurrence, il y a ça, et surtout le fait d'avoir eu recours, et depuis, on a systématiquement recours tous les ans, à l'emprunt pour financer notre sécurité sociale. Puisqu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre dans les caisses, tellement il y a d'exonération de cotisations patronales, on a recours à l'impôt, et c'est nous qui payons cet impôt-là. C'est l'état déplorable dans lequel est la gauche en France. Parce que je pense que si on continue comme ça, on n'arrivera à rien mobiliser, puisque la gauche est divisée, pour des raisons que j'ignore et je m'en fous, c'est pas la question ici. Mais en tout cas, pour arriver à faire bouger les choses, il faudrait qu'on soit unis dans un mouvement politique, c'est-à-dire au sens noble du terme. Or, actuellement, c'est pas ce que je vois. C'est sensible à l'appel à la mobilisation là, pour cette année 2018 avec le plus grand nombre possible, parce que c'est une année pour moi très importante, c'est une année charnière dans la démarche libérale qui nous préoccupe de ces dernières années. Je m'explique. Moi, je ne pense pas que leur volonté, c'est de faire des économies. Leur volonté, c'est de basculer toute la manne financière représentée par la sécurité sociale, 490 milliards d'euros, dans les escarcelles du capital à qui une partie leur échappe encore aujourd'hui. Et si notre système de santé était, jusqu'à encore aujourd'hui, un système reconnu dans le monde entier, c'est parce qu'il s'appuyait sur deux socles importants. C'est son financement, on l'a vu tout à l'heure, via la sécurité sociale. Et là, cette année, Macron s'attaque à la sécurité sociale en basculant les cotisations sociales vers la CSG qui va devenir rapidement un impôt. Et je vous rappelle que la cotisation sociale, ce ne sont pas des charges, c'est du salaire différé. C'est une charge, c'est notre force de travail, c'est du salaire différé. Et quand on supprime les cotisations sociales, on baisse notre salaire, puisque c'est la partie qu'on met dans le pot commun. Donc déjà le mot charge est rentré dans les mœurs, alors que c'est déjà un détournement. Donc il faut continuer à se battre aujourd'hui pour que la CSG ne se substitue pas en 2019 au financement de la sécurité sociale, et il me semble qu'il est encore temps de le faire. Deuxièmement, le deuxième socle, c'est que notre système de santé, tant vanté aujourd'hui, reposait sur une deuxième jambe qui était l'hôpital public. C'est l'hôpital public qui était l'architecture de notre système de santé d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième attaque qui est faite, c'est la déstructuration de l'hôpital public et de l'implosion. Le GHT, pour nous, ce n'est plus ni moins que cela. Hein, l'hôpital, vous l'avez compris, prend une dimension territoriale, où il ne pourra plus, donc, bien évidemment, offrir l'ensemble des services de proximité qu'ils offraient l'hôpital de Voiron dans sa reconstruction. On va être complètement modifié dans l'adhésion du GHT. On s'attaque à l'hôpital public par la mise en place du GHT. Et en plus, on préconise le tout ambulatoire. Et le tout ambulatoire, attention, je ne suis pas opposé à l'ambulatoire. Mais l'ambulatoire, effectivement, réfléchi et travaillé avec les professionnels, n'est pas la même chose que le tout ambulatoire imposé par les forces et les puissances économiques qui veulent se faire du fric là-dessus, parce que le tout ambulatoire, c'est la possibilité au privé lucratif de s'accaparer d'un grand nombre d'activités médicales au détriment de l'hôpital public. Et cet enjeu-là est accéléré aujourd'hui, et je dis pourquoi 2018 est importante. Parce qu'aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, se discutent dans toutes les régions de France les projets régionaux de santé. Ce qu'on appelle le PRS dans le jargon. Le PRS va être voté pour 10 ans. On doit donner, nous, notre avis au mois d'avril. Donc du 29 avril. Donc le PRS, c'est 2018-2028. Et là, on ne sait pas, mais tout est en train de se discuter pour les 10 années à venir. Et dans le PRS, il y a 2000 pages. 40 pages stratégiques. Je vais vous lire, pour ne pas vous embêter, un passage que j'avais préparé. Oui.
une petite phrase et vous allez voir que ce que nous a annoncé Édouard Philippe il y a une dizaine de jours, comme le grand sauveur de l'hôpital, ils ont la faculté de donner des éléments comme si c'était une situation de crise et que ces situations de crise, ils avaient des solutions, sauf que les solutions, tout ce qu'il nous a dit est écrit en toutes lettres dans tous les PRS de France. Et je vais vous lire une phrase qui donne toute, effectivement, la teneur de comme quoi ce n'est pas une fatalité. Je ne sais pas si je suis trop long, mais... L'hôpital. Alors, je ne vous décline pas tout ce qu'il y a avant, parce qu'on s'est fadé un peu le bazar, là on doit donner un avis, donc on va continuer à lire, mais écoutez bien, c'est très important. L'hôpital deviendrait ainsi progressivement une solution de dernier recours au bénéfice de structures de premier recours bénéficiant de ressources informatiques et d'équipements médicaux. En parallèle, l'entrée dans le parcours se fera de manière de plus en plus dématérialisée via Internet et une e-consultation permettant d'orienter le patient vers les dispositifs de prise en charge les plus adaptés. En termes de présence physique, les pharmaciens, au demeurant les plus impliqués aujourd'hui dans le projet territoire de soins numériques, seront les premiers opérateurs de santé. La Californie a déjà institué une nouvelle catégorie de pharmaciens aux compétences cliniques étendues. Vous voyez que ça, c'est le projet régional de santé que l'ARS nous met à disposition, et que nous allons devoir, et je ne vous décline pas les 2000 pages, hein, mais je vous ai dit que... il y a quelques paragraphes importants, le reste après c'est du blabla. Vous voyez que ce n'est pas une fatalité et que la déstructuration de l'hôpital public au détriment de tout ce qui est privé, lucratif et professionnel qui pourront se faire du fric est écrit dedans. Et les États-Unis, 17 points de leur PIB donnés dans le budget de la santé, 40 millions d'Américains mal soignés. Hein. Donc on sait à qui va aller cet argent. Voilà. Donc 2018, c'est une année pour nous importante et il est temps de répondre peut-être à une initiative commune la plus large possible pour s'opposer à la déstructuration du financement et effectivement à ce que le PRS nous propose en termes de déstructuration de l'hôpital public. Ce qui se passe chez vous, il y a longtemps, ça a commencé chez nous. Je ne vous apprends rien. Le déficit de la SNCF, vous savez de quoi il vient? La construction des lignes à grande vitesse TGV au détriment des petites lignes. Voilà. Et les cheminots, eux, en sont les responsables. On voit les résultats, on voit les accidents, des lignes, pardon. Donc, on va parler longtemps de ce que je veux dire, ce que je veux dire aussi, c'est que les retraités, comme par hasard, sommes des privilégiés. On a eu droit à 1,7 rattaché à la CSG, mais il n'y a pas que ça. Il y a au moins une quinzaine depuis l'année 2018, d'augmentation dont les retraités, ils ne sont pas les seuls qui vont subir les conséquences, mais ils les payent quand même. Bon, ils sont retraités, mais ils sont privilégiés. Les 39 milliardaires en France ont vu leur fortune grimper en 2017 de 21%. Si chez vous ça a augmenté autant. Le CAC 40 a progressé de plus de 9%. Bon, alors vous voyez, j'ose plus dire que je suis retraité dans la rue parce que les gens, ils ne sont pas fous. Hein. Dernièrement, il y a un salon d'agriculture, un petit jeune, un cheminot qui s'est permis, il aurait mieux fait de se taire, pardon, d'aller interviewer Macron, qui a sauté sur l'occasion en pieds joints, parce que forcément, devant certains agriculteurs qui tirent la langue depuis de longues années, mais voyez bien, à côté d'eux, vous n'allez pas vous comparer à eux quand même. Alors il a sauté sur l'occasion en pieds joints, bien sûr. Alors je termine, diviser, c'est régner, et malheureusement ce qui se passe à l'hôpital, la SNCF en subit les conséquences en ce moment. Et croyez-moi, bon, je suis un vieux schnock de 80 ans, je vous ai eu au mois de janvier, mais disons que le 22, je serai là aussi. On va pas dire, il y a différents qualificatifs. Enfin, si vous regardez les pétitions sur Internet, change.org, tous les jours il y a une pétition. Alors ça peut être un gosse autiste qui n'est pas pris dans une école. Mais en ce moment, il y a une pétition qui est vraiment sournoise, qui dit ces cotisations, ces prélèvements supplémentaires de la CSG, à quoi ça va servir? Assurez-nous que ça ne va pas servir à payer les élus. Et il y a plusieurs centaines de milliers de gens qui l'ont déjà signé. D'accord? Donc l'enfumage, il se fait tous azimuts, y compris sur le net. Et je veux dire, il y a mise en danger. Il y a mise en danger de la société, il y a mise en danger de la population. C'est peut-être vrai depuis quelque temps, mais là, moi, je trouve que ça prend vraiment des tournures d'une gravité absolument généralisée.
dans mon entourage de première main, dans les 6 derniers mois, dans l'année qui vient, j'ai vu un vieux non secouru par le SAMU. Un an plus tard, il était mort, il a été handicapé, il n'a pas été secouru correctement. J'ai vu un ado qui a subi une lourde opération à la colonne vertébrale, qui a été sorti de l'hôpital 4 jours après. Résultat, 1 mois plus tard, il est encore sous antibiotiques. Et re-hôpital et re-opération. J'ai vu un jeune qui n'a pas pu faire un arrêt de travail parce qu'il n'a pas trouvé de médecin le jour où il avait besoin de faire un arrêt de travail. J'ai vu une autre jeune précaire, presque SDF, qui a dû aller bosser et elle a trouvé du boulot, les extras dans les restos ou quoi, pour se payer son intervention de dentiste. J'ai vu des gens qui ont été dirigés sur les cliniques privées de Grenoble parce que quand ils appellent le SAMU, les hôpitaux publics disent « Ah, mais comme on n'a pas de lit, on ne les prend pas aux urgences parce qu'on n'est pas sûr qu'on va pouvoir les monter dans les étages. » Bon, enfin, le catalogue, regardez autour de vous. Et j'ai aussi une voisine qui n'arrive pas à payer son chauffage et qui ne comprend pas pourquoi on lui prend 5 € de CSG. Bon, moi, mon salaire, il est dans les 3 000 nets, mais moi, c'est 200 € qu'on me prend. Moi aussi, mon budget, ça me fout en l'air. D'accord? Donc là, ça concerne tout le monde. C'est pas une question de pauvres contre les riches, des primo-arrivants par rapport à ceux qui sont là depuis longtemps, des fonctionnaires par rapport aux privés et tout. Ça concerne vraiment tout le monde. Ah si, il y a aussi les accouchements en 3 jours, où on sort au bout de 3 jours, et puis une greffe du rein qui est renvoyée à la maison 4 jours après, quoi. Hein, ça, c'est toute première main ce que je vous raconte là. Et ma voisine me dit qu'à Saint-Égrève, ils ont fermé un service, les enfants ont été remis aux familles avec 48 heures de préavis. En 48 heures, ils ont fermé le service. Ça, c'est Enfin, jamais vu. C'est une moi, j'y travaille pas, hein, je suis à l'extérieur, mais j'ai vu ça, franchement, j'ai halluciné. Ils ont demandé aux familles de récupérer leurs jeunes. Alors, et sachant que c'était un service autiste quand même important. Et c'est pas 48 heures, c'est En 48 heures, il a fermé. J'ai jamais vu ça. Donc il y a réellement mise en danger, d'accord, il y a mise en danger de la sécu et tout, mais il faut expliquer, il faut montrer la sociale et tout ça, mais il y a mise en danger de la population, partout, 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 pas que dans les campagnes, aussi dans les grandes villes, aussi en ce que je vous raconte, il y a des choses qui sont passées en région parisienne, il y en a qui sont passées dans les Hautes-Alpes, il y en a qui sont passées ici. Donc il faut vraiment qu'on se réveille, et je sais pas, la gauche, c'est pas la gauche, c'est l'intérêt général, quoi. Après, on se reconnaît ou on ne se reconnaît pas. Longtemps, dans les toilettes, il n'y a plus d'eau. C'est quand même formidable. On va aux toilettes, on ne peut même pas se laver les mains. Et après, ils nous parlent de la santé publique. Où elle est la santé publique? On n'a même pas l'eau pour se passer les doigts. Il n'y a plus d'entretien. Mais il n'y a plus rien d'entretien. Oui, c'est vrai. Mais il faut reconnaître quand même. Et je pense que ce n'est pas qu'au niveau de la santé publique, c'est au niveau général. Moi, j'ai écrit une lettre ouverte à Macron en lui disant, en lui signalant que dans les mappages, on n'arrête pas de parler de maltraitance. Mais la première maltraitance qui est faite aux personnes âgées, je suis désolée, la première maltraitance, c'est lui qui l'a fait. Alors, je vais signaler les faits quand même. On donne des codes à la sécurité sociale. Les personnes âgées, je suis désolée, elles en auront pas des codes, elles n'y connaissent rien. Il n'y a aucune personne âgée qui reste 5 minutes au téléphone à attendre qu'il y ait un conseiller qui puisse lui dire aucune personne âgée ne reste 5 minutes à un téléphone. Il y a ça. J'écris une lettre ouverte alors sur ça, on parle de l'autonomie des personnes âgées. Je suis désolée, les personnes âgées sont obligées de passer par leurs enfants pour pouvoir faire des démarches internet, mais c'est phénoménal quand même. Mais où on va et on se dit de respecter les gens, mais j'ai pas été répondu non plus. Hein. Et je vous le dis, j'ai fait tout un laïus. Je pense qu'il y a un autre angle d'attaque, c'est ce que pensent les gens des cliniques privées. Ça ne fait rien si l'hôpital crève, puisqu'il y a les cliniques, et que notre mutuelle, elle paye. Donc j'ai un petit exemple. J'ai un ami, 86 ans, qui s'est blessé chez lui. Il est amputé d'une jambe et il a la moitié de pied de l'autre côté. Il s'est blessé de façon importante sur le tibia. On fait le 15, 28 minutes. Au bout de 28 minutes, on nous a répondu, on va voir un médecin. Il y a un infirmier qui était venu, donc on raccroche, on fait le 18. Parce qu'avant le 18, c'est passé tout de suite.
Maintenant, le 18, il me dit, ah non, désolé, on est obligé de passer par le 15, nous aussi. Le 18 rappelle, le 15 rappelle, on vous envoie une ambulance après négociation. On vous envoie une ambulance. L'ambulance, c'est une entreprise privée qui emmène l'ami non pas à l'hôpital, mais au Sèvres, à la clinique privée, 45 médecins actionnaires, qui, oui, il faut le dire, qui fait face à l'hôpital Sud, dans lequel on a fermé la maternité, les urgences de nuit, tout ça. J'ai lu, jamais bon, admettons. Hein. Là, donc, il passe, d'abord, l'ami, il passe, je l'ai accompagné, il passe dans le cabinet du médecin où on me demande d'attendre, et il va aller aux soins, là où, effectivement, si vous voulez venir surveiller, hein, d'accord, donc tu fais. Il vient un moment après, un infirmier, pas de tenue, les mains nues. L'ami, il est sur le lit d'examen, là, sur lequel il n'y a pas de papier déroulé, ce qui se fait n'importe où, même chez votre dentiste. Donc il est comme ça, sur le plastique. Une couverture mal pliée sur ses genoux. L'infirmier ouvre la boîte de champ, de pansement, boîte à pansement. Il ne met pas de champ sous la jambe du collègue. Il n'a toujours pas ses gants. Il ne s'est pas lavé les mains devant nous. L'infirmier avait demandé qu'il soit suturé, parce qu'il avait une plaie importante, 86 ans, diabétique, amputé, suturé, ça n'a pas été fait. Il avait demandé qu'on le mette sous antibiotiques, ça n'a pas été fait non plus. Et à 10 heures, il est renvoyé chez lui, alors qu'il vit seul, au premier étage, sans ascenseur, et qu'il peut marcher. Voilà. Je pense qu'il faut expliquer ça aussi aux gens, que moi, personnellement, j'ai fait des queues aux urgences, mais j'ai jamais vu être traité comme ça. J'ai vu des infirmières mettre un tablier pour venir faire des mettre des champs, etc., se laver les mains devant les patients, mettre les gants, voilà. Et là-bas, rien. J'aurais pu me soigner chez lui. Je pense que c'est un autre angle d'attaque. Il faut dénoncer ça pour dire que l'hôpital public, c'est important, le plus important encore que l'hôpital financier. Je voulais vous remercier de la pédagogie et d'explication sur les budgets. Même si d'un point de vue médical, on n'a pas à réfléchir là-dessus, on n'a pas la hauteur de vue nationale des sommes que ça représente. Je remercie aussi Annie David, parce que je vous ai vu à la télé pour défendre la NFH et que vous avez sauvé la cagnotte de la NFH, qui est notre formation continue à tous et qui voulait nous pirater. Merci pour ces débats parlementaires, on mesure l'importance, on voit l'enjeu des sommes. Juste sur le plan de l'éclairage médical, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller se confronter à la réalité technique. Je pense les combats sur le GHT, ils sont importants sur certains angles, mais pas sur d'autres. Par exemple, les urgences de Namur, je pense qu'ils sont sauvés par le GHT. Je pense que l'hôpital de Voiron, s'il y a certains côtés qui sont mutualisés, l'informatique, machin, c'est pas très grave. On n'ira pas piquer la maternité de l'hôpital de Voiron, ni la chirurgie, je pense que l'eau est trop grosse, il y a besoin de projet médical. C'est ce qu'on déplore nous, c'est que souvent c'est un peu techno, la façon dont s'est découpé les GHT sans projet médical. Et moi j'ai une requête vis-à-vis des parlementaires en tant que combat législatif, hormis le côté financier que je suis constamment d'accord. Sur la permanence des soins et le maillage du territoire, je suis pas, enfin, les médecins ne sont pas forcément hospitalo-centristes. On a multiplié par 3 en 20 ans le nombre de passages aux urgences. Il y a plus de permanence des soins qui est faite par la médecine de ville. Alors, on peut crier que les quelques urgences de clinique font mal le boulot, etc. Elles le font quand même un petit peu. Avec tout ce qu'on peut penser du privé, ça nous décharge un petit peu. Les 20 minutes d'attente au téléphone au SAMU, ouais, c'est parce qu'on est débordé, et que quelque part,
il y a beaucoup de soins qui pourraient être gérés en première instance par la médecine de cabinet, si elle était organisée, si on la forçait à s'organiser, si on lui donnait les moyens de s'organiser. Moi, le désert médical, le pire, c'est pas le plateau du Vercors, hein, c'est la vallée vers Pontcharra. Il y a plein de cabinets médicaux, mais il n'y en a aucun qui est capable d'aller au domicile d'une personne âgée la nuit pour voir si ça nécessite une hospitalisation ou si la grand-mère elle peut passer la nuit chez elle. C'est le pire désert médical pour moi, médecin au SAMU. Sur le plateau du Vercors, j'ai des confrères, certes libéraux, mais motivés, bien intentionnés, qui s'organisent, qui ont une maison médicale avec les moyens du bord, en allant taper à la porte du conseil régional, machin, etc. Et ils font la permanence des soins, ils font les gardes. Donc, je pense que sur le plan législatif, on a besoin d'un petit peu resserrer les boulons sur l'organisation de la permanence des soins et le service rendu à la population par la médecine de ville. Il n'y a pas de raison que la médecine de ville ne tourne qu'en heure ouverte, en heure de jour, et que la nuit, on soit nous... autre chose à faire, quoi. On a des soins pointus, des greffes, de la recherche, l'enseignement, on a des SHU, moi je fais des conférences, on a des étudiants à faire. On ne peut pas faire que du SAMU social, quoi. On est obligé de... 2 tiers des médecins qui vont aller dans le privé. On n'est pas à l'aube d'avoir une médecine complètement nationalisée. Je pense que ça va se faire petit à petit. Commencer par renverser un petit peu la vapeur. Et il y a des règlements, des réglementations de bon sens, hein, qui ne coûtent pas très cher, qui permettraient de faire mieux marcher la permanence des soins. Il faut savoir que toutes les semaines, je vais à Bourgogne, à la CGT, et le premier souci qu'ils ont, c'est l'abandon du local syndical. Donc, je leur ai dit, pour se battre, tant qu'on n'aura pas 7000 manifestants à Bourgogne, ça ne marchera pas. Mais si tout le monde pouvait s'y mettre à l'échelle nationale, hein, s'il y avait au moins 10 millions de Français qui se réveillent, ça les fera reculer. Sur 2 choses, Pascal a parlé de la gravité du PRS. Et alors, c'est 2000 pages, il faut rendre un avis d'ici le 29 avril. Toutes les collectivités vont être consultées. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire pression là sur les élus qui vont devoir rendre un avis. Il faut agir, parce que j'ai un peu peur que les avis soient positifs un petit peu partout. Hein. Ils ne vont pas le lire. Il y a 2000 pages. La CRS, la conférence régionale de santé aussi, donne un avis. Donc, dedans, il y a les associations de patients, il y a là aussi des élus territoriaux. Donc, je pense que là, il y a une première chose à faire, c'est d'alerter les élus sur le PRS. La deuxième chose que je voulais évoquer, moi, c'est la question de la démocratie sanitaire et de la démocratie. Avant, la dernière réforme qui leur permet d'accélérer la casse des hôpitaux, ça a été de virer les élus des conseils d'administration, de supprimer les conseils d'administration. Ce n'était pas la panacée en matière de démocratie, mais il y avait un petit peu de débat quand même à l'intérieur sur l'offre de soins. Là, c'est terminé. En gros, c'est les directeurs généraux qui sont seuls maîtres à bord. Enfin, seul maître, c'est au-dessus, c'est l'ARS, et donc ils ont des injonctions et ils appliquent les injonctions. Donc, moi je pense qu'un des champs aussi sur lesquels il faut vraiment se battre, c'est la démocratie. Sur l'offre de soins en général, quand même, quand la population peut donner son avis et son mot, ça donne autre chose que ce qu'ils nous mettent en place. Plusieurs éléments. Moi, je pense, en tout cas, ici, en tant que parlementaire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on est en train de remettre en cause le système de santé dans sa globalité. Tout ce que vous avez dit, on le partage, et on est pour se battre au niveau de l'hôpital public, parce que l'hôpital public est en danger, vous l'avez dit avec de nombreux exemples,
c'est vrai dans toute la France, mais il y a aussi un vrai problème avec la médecine de ville. Et nous, on est pour la coopération entre effectivement un hôpital public avec les moyens financiers et humains de fonctionner, mais aussi des relais au niveau de la médecine de ville. Et des relais au niveau de la médecine de ville, à la fois des médecins qui exercent en libéral, mais également, on est très défenseurs des centres de santé. On n'oppose pas aux maisons de santé. Maisons de santé, c'est aussi en exercice libéral. Mais ça serait important qu'il puisse y avoir dans chaque bassin de vie un centre de santé qui travaille en lien. Hein, le centre de santé, c'est le tiers payant. Ce sont des médecins et des professionnels paramédicaux qui sont salariés. Et donc, c'est le tiers payant qui est pratiqué. Eh bien, notre proposition, c'est de faire en sorte qu'il y ait un centre de santé qui puisse être par bassin de vie en lien avec l'hôpital public. Ça, c'est une grande bataille parce que vous savez, dans les hémicycles, il a fallu en tout cas qu'avec Annie, Dominique et moi, on bagarre beaucoup pour expliquer ce qu'était un centre de santé. Les élus faisaient une confusion entre maison de santé et centre de santé. Donc quand on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas le défendre. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément que je voudrais donner. D'autant qu'il faut savoir, parce que c'est ça quand même le nerf du problème, c'est qu'aujourd'hui, avec cette politique de casse de la santé publique, il y a 4 Français sur 10 qui renoncent aux soins. Alors quand on nous dit qu'effectivement on va rendre les choses plus égalitaires, c'est ce qu'on nous a dit au niveau des directions d'un certain nombre d'hôpitaux et que c'est pour ça qu'il y a la création des GHT, mais il faut voir comment sont créés les GHT. C'est sans aucune concertation, il n'y a pas obligatoirement de projet, je suis d'accord monsieur, avec ce que vous avez dit. Et puis, il faut qu'on réfléchisse ensemble que les GHT ne règlent absolument pas la problématique des déserts médicaux. Tout au contraire, puisque c'est une concentration sur un lieu donné d'un mastodonte qui aspire finalement comment dirais-je, la population qui doit venir au niveau du GHT au détriment de territoires qui, eux, vont être appauvris. Pourquoi je dis appauvris? Parce qu'en même temps, on sait que, compte tenu de la pratique aujourd'hui médicale, où de plus en plus de praticiens veulent travailler en équipe, en maison de santé ou en centre de santé, en général, quand ils veulent s'installer, ils s'installent là où il y a un CHU, là où il y a un hôpital. Quand vous fermez des hôpitaux de proximité, eh bien, vous allez encore aggraver les déserts médicaux. Et on est d'accord, les déserts médicaux, c'est pas au fin fond de la campagne. Les déserts médicaux, ça touche tout le monde, y compris dans les zones urbanisées. Moi, je suis du Val-de-Marne, eh bien, je peux vous dire que ce soit dans le Val-de-Marne ou à Paris, il y a des endroits, des quartiers où il y a des déserts médicaux. Donc, c'est une réflexion du système de santé d'une manière générale qu'il faut mettre en avant. Et quand je dis une réflexion, c'est projet de société contre projet de société quand même. Parce que là, effectivement, la politique qui est menée, je ne vais pas le répéter, c'est d'aller vers la privatisation avec des gens qui vont pouvoir se payer des mutuelles et donc avoir accès à des soins de qualité, et puis les autres. Parce que je partage aussi le fait qu'il y a absolument besoin ensemble de porter des propositions de financement. Plusieurs ont été données par Dominique et par les différents intervenants, mais moi, quand même, et on l'a dénoncé dans les hémicycles, la fraude patronale, c'est 20 milliards d'euros. Et pourquoi pourtant on a fait des amendements là-dessus au Sénat, je pense à l'Assemblée nationale aussi. Supprimer les exonérations patronales, c'est 45 milliards d'euros. Ils n'arrêtent pas d'exonérer à tout va les cotisations, mais 45 milliards d'euros, c'est 10% du budget de la sécurité sociale. Donc vous voyez, additionner, c'est une histoire de volonté effectivement politique et d'un objectif qui est que, soi-disant, au nom de l'égalité, au nom de répondre, alors il ne faut pas non plus développer trop d'offres de soins, parce que ça va faire exploser la consommation de soins. Et c'est archi faux. C'est-à-dire que ça n'est absolument pas prouvé, et tout le contraire est prouvé. Ça, c'est les éléments que je voulais donner. Et c'est pour ça que je vais pouvoir faire un grand discours, mais je pense que défendre
des moyens financiers et d'autres, surtout d'autres financements, c'est possible. Deuxième chose, moi je suis très sensible aussi outre ce que j'ai dit au niveau du maillage médecine ville et hôpital public, je suis très sensible à la démocratie sanitaire. Parce que moi je considère, et nous considérons, que les meilleurs experts, ce sont les personnels de santé et ce sont aussi les usagers. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coordinations qui sont mises en place, de défense des maternités, etc. Il faut savoir que depuis 1970, il y a 2/3 des maternités qui ont été fermées en France. Et qu'aujourd'hui, avec les réorganisations, ce sont encore les maternités qui vont être le plus touchées avec les urgences et la chirurgie. Et qu'entre 2003 et 2015, 60 000 lits d'hôpital ont été supprimés, compensés par la création de seulement 23 000 places d'hospitalisation à temps partiel. Et ce n'est pas moi, parce que je suis sénatrice communiste, qui avance ce chiffre. C'est là, parce que des fois, comme on est communiste, chiffre de l'adresse 2017. Alors pourquoi je donne ces chiffres-là? Parce qu'ils se gargarisent aujourd'hui de l'ambulatoire. Mais moi, je suis d'accord, et on est d'accord pour l'ambulatoire. Mais l'ambulatoire, ça veut dire mobiliser des moyens humains, des moyens financiers, en termes de personnel médical, personnel paramédical. Et aujourd'hui, quand il parle de l'ambulatoire, il y a en plus, je vais vous le dire comme ça, c'est peut-être un gros mot, mais il y a aussi un problème de classe sociale. Parce que suivant la famille dans laquelle on se trouve, suivant les moyens de sa famille, eh ben on peut plus facilement, et encore avec plein de guillemets sur le plus facilement, et être à peu près pris en charge à la maison que dans certaines autres catégories de personnel. Ou en tout cas, pour toutes les catégories sociales, pardon, pas de personnel, pour toutes les catégories sociales, on demande aux familles de sacrifier. On demande aux familles de rester à la maison pour aider celui qui a besoin de soins. Et en général, compte tenu qu'on est aussi dans une société patriarcale, c'est la femme qui s'y colle. Parce que c'est elle, naturellement, qui est... ou la femme, la jeune femme, etc. Donc voilà ce que... Et je voudrais dire, c'est un peu décousu à cause de ma voix, mais que quand on fait le tour de France comme ça des hôpitaux, la grogne et la colère, elle est partout. Et vous avez raison, elle est disséminée un peu sur le territoire. Vous avez vu que dans la Nièvre, il y a 40 maires qui ont dit il y en a ras-le-bol et on rend nos écharpes. Donc, on voit que les élus prennent aussi conscience. Et moi, j'attire votre attention, tous les élus, tous les parlementaires, à part les élus communistes, avec Europe Écologie Les Verts quand même, et France Insoumise, nous refusons de voter les budgets d'austérité de l'hôpital, mais on est tout seul. Au Sénat, on est 15 face à 300, enfin en tout sur 348. Hein, voilà. Donc je vous dis ça parce que c'est pas mal aussi d'interpeller vos élus pour savoir ce qu'ils ont voté. Il y a d'autres parlementaires là, ici, dans le coin, ça serait pas mal de leur souffler un peu dans les bronches, si je puis m'exprimer ainsi, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà. Donc, démocratie sanitaire, moi je pense qu'il faut monter très fort pour avoir des lieux d'échange, mais aussi des lieux de pouvoir, parce qu'on n'est pas dans un cabinet de psy. C'est pas seulement on est à l'écoute, et c'est un peu restrictif et péjoratif ce que je dis, donc je m'en excuse, mais c'est aussi pour prendre les décisions et les partager, ce qui n'est absolument pas le cas. Et pour terminer, parce que sinon je n'aurai plus de voix du tout, notre initiative, elle appelle à la mobilisation, comme l'a dit Pierre. Je vous encourage à aller, alors je suis désolée, c'est aussi sur change.org, mais à signer massivement notre appel d'urgence pour l'hôpital public, parce que ça aussi c'est important, et peut-être réfléchir ensemble, parce que nous, ce qu'on a entendu va nous permettre de faire des propositions de loi, etc. Dominique a expliqué qu'on allait avoir un rendez-vous avec la ministre, en tout cas elle s'y est engagée au Sénat, mais ça serait très bien que partout où on passe, et même où on ne passe pas, il y ait des états généraux qui soient organisés par région ou par département, après chacun s'organise, pour qu'après on puisse
venir faire une grande initiative nationale et avoir non seulement un état des lieux, parce que ça on l'a de plus en plus, mais surtout des propositions alternatives portées par beaucoup. Et c'est peut-être ça aussi une façon de réussir un large rassemblement de tous les progressistes. En tout cas, c'est une participation au travers de la politique de Il y a eu les états généraux de la pédopsychiatrie en 2014 qui sont tenus à Paris. On a fait travailler toutes les régions, tous les acteurs de la santé mentale. Et il y avait, je ne sais pas, 2000 personnes, les familles, les soignants, médecins, etc. et quelques élus politiques. Donc, vous pouvez avoir accès aux travaux de ces états généraux. Je pense qu'il faut la situation. Les propositions sont toujours d'actualité. Mais je pense qu'il faut refaire les choses parce qu'on est en 2018 et moi je trouve en tout cas qu'il y a une sensibilité de la population. Je ne parle pas en psychiatrie parce que vous avez fait beaucoup d'initiatives, mais je trouve que la population est plus sensible et on a intérêt à être ensemble, personnel, de santé, élus politiques et aussi population. Alors il y avait encore une intervention. Tout le monde est pour l'ambulatoire, mais l'ambulatoire, c'est pas fermer des lits, c'est en plus des lits. Hein. Après, au niveau de travailler à de nouveaux projets, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, en premier lieu, je demanderais l'abrogation des lois Bachelot et Touraine. Parce que si on reste avec ces lois-là, on ne pourra pas avancer. On aura beau faire toutes les propositions, on est bloqué si on reste avec les lois Bachelot et Touraine. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que tout à l'heure, Michel a parlé du service informatique qu'on a réussi à sauver, nous, à Saint-Égrève. C'est pour donner l'exemple que lorsqu'on se bat, et lorsqu'il y a la volonté des personnels, en 2 semaines, on a récolté plus de 1000 signatures, on n'avait jamais vu ça à l'hôpital, et on a obtenu gain de cause. Donc, pour gagner aujourd'hui, il faut qu'on se batte. En se battant, on peut gagner. L'exemple, c'est le sauvetage de notre service informatique à Saint-Égrève. Contrairement à ce qu'a dit le médecin tout à l'heure, le service informatique de Saint-Égrève, on ne voulait pas qu'il soit absorbé par le CHU, parce que le CHU voulait l'absorber parce qu'eux, ils manquent d'informaticiens. C'était rien que pour eux pouvoir fonctionner. Donc notre service fonctionne très bien. Il est adapté à la psychiatrie. Il n'y avait aucune raison qu'on le laisse partir. Et on l'a sauvé en se battant. Donc la bataille, c'est la seule façon de gagner aujourd'hui. Ici présents vont dans ce sens. Appel à des états généraux, appel à signer sur le site change.org et volonté de travailler dans le rassemblement de toutes les forces, non seulement les personnels, mais surtout aussi, je crois, rassembler avec les populations. Parce que je crois que c'est ce dont on a besoin. Donc je vous invite vraiment à répondre à ces différents appels qui ont été passés. Et un dernier mot peut-être. C'est-à-dire que le collectif, il réunit donc les usagers, les personnels, les élus, sous forme justement informelle, hein, c'est-à-dire que tous les bords sont acceptés du moment qu'ils vont dans le même sens. C'est-à-dire que pour vous, ça serait un collectif de défense de la santé, hein, l'hôpital généralisé. Alors, ça existe sous la forme de collectif de Guéret, la convergence. Voilà. Mais il faut... Dans le sanitaire, il y a un autre collectif qui réunit les usagers, les syndicalistes. Oui, mais est-ce que c'est local? Comment? C'est local. C'est-à-dire qu'il faut développer ces collectifs au plus près des gens. Avec des antennes locales. Oui, je pense que ce type d'organisation existe et ça part souvent d'une situation locale, collectif de l'hôpital de Die ou ailleurs, j'ai celui-là en tête, mais il y en a sûrement d'autres. Coordination de l'hôpital Mont-d'Or dans le Val-de-Marne. Voilà, il y a plusieurs collectifs, mais peut-être qu'il faudrait arriver, pour le coup, à fédérer au niveau national un peu plus, comme effectivement c'est le cas pour la Poste, où il y a une coordination maintenant nationale. Peut-être que ça peut être une solution, une idée, en tout cas à creuser, travailler ensemble en tout cas, élus, usagers, syndicalistes, avec les personnels, pour pouvoir mettre en place ce type de collectif. Nous, les parlementaires, vous l'ont dit, ils ont organisé ce Tour de France. Ils ont déjà visité une vingtaine d'établissements, pas forcément ceux qui sont ici aujourd'hui, mais ils se sont partagés la tâche parce que quand même
le pays est grand. Il y a déjà eu une vingtaine de visites, je crois, d'hôpitaux. Il y a encore une trentaine de visites prévues. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui vont être visités. Mais dans tous les départements, en tout cas à la Fédération du Parti communiste, c'est une proposition qu'on peut vous faire, c'est d'essayer de travailler en collectif, en commun, et d'organiser avec celles et ceux qui le souhaitent, justement la mise en place d'une coordination départementale. Ça permettrait de garder le lien avec nos parlementaires, mais ça permettrait aussi de garder le lien les uns et les autres avec nos diversités, avec nos différences, mais dans le rassemblement des forces progressistes, comme le disait Laurence Cohen, pour qu'ensemble, eh bien, on s'attaque vraiment très fortement à la difficulté aujourd'hui de nos hôpitaux publics. Et je crois que le lien devrait même être fait avec la médecine de ville. C'est toujours un peu plus difficile parce que les contacts ne sont pas forcément aussi faciles qu'avec la santé publique, mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de réfléchir aussi à mettre en lien la santé publique et la médecine de ville. Ça nous permettrait justement de lutter contre la désertification médicale et ça nous permettrait d'élargir le combat pour la santé, puisque la santé publique, c'est aussi en partie la médecine de ville. Les femmes, aujourd'hui, elles demeurent majoritaires dans la fonction publique à 62% et 78% dans la fonction publique hospitalière. Or, les métiers à prédominance féminine subissent également des formes de pénibilité. Le nombre de burn-out il est 2 fois plus élevé chez les femmes. Le nombre d'accidents du travail a augmenté de 25% en 13 ans, alors que chez les hommes, ça a diminué. La branche d'activité qui concentre le plus d'accidents du travail, c'est la santé, l'action sociale, le nettoyage et le travail temporaire, quand on sait que 82% des femmes, 82% des postes à temps partiel sont occupés par des femmes. Donc celles-ci gagnent moins que les hommes et sont surreprésentées dans les emplois les moins bien payés. C'est aussi le cas dans la fonction publique hospitalière. On a un écart de salaire de 21%. Enfin, les cas de violence et de harcèlement au travail sont trop souvent mis sous couvert. Et rappelons que c'est à l'employeur qui a l'obligation et la responsabilité de mettre fin à ces situations. C'est l'affaire de tous et pas seulement des femmes, parce qu'il s'agit là de respecter la dignité de l'être humain. Le 8 mars, la CGT elle rejoint l'appel national pour manifester. Donc, ce sera à 15h40 devant le porche de l'hôpital Couple-Enfant, devant l'ancien hôpital. Et puis la manifestation, elle ira jusqu'à la place Grenet, exactement au parc Félix Poula. Ce qu'a dit madame, que je ne connais pas, mais effectivement c'est vrai. Le 20 mars 2017, à Saint-Égrève, on a fermé toute une unité de 12 lits d'autistes. Mais pas en 48 heures. Mais pas en 48 heures, en 24 heures. Oui, en 24 heures, oui. Du soir pour le lendemain. Et, le problème, c'est qu'effectivement, on a pu dispatcher les patients de cette unité. C'était juste avant que vous veniez à l'hôpital. Et on vous l'avait dit quand vous êtes venu, mais effectivement, vous devez tellement en entendre pendant votre déplacement que ça va être un peu compliqué. Mais effectivement, c'est vrai. Mais par contre, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que les personnels qui ont dit ces choses-là à la famille, c'est les soignants. Et les 2 infirmiers qui ont le lendemain rendu leurs enfants autistes aux parents, voilà, ils étaient quand même particulièrement mal. 15 jours plus tard, il y en a un pour qui on alertait parce qu'il y avait un risque de suicide important. Dans les 2 familles qui ont récupéré leurs enfants le lendemain matin, il y a une des 2 familles, elles ont compris réellement que ce n'était pas une permission, qu'elles récupéraient définitivement leur enfant quand elles ont vu toutes les valises. Je
Donc je voulais confirmer ça, parce que c'est quand même particulièrement grave, effectivement. Et je voulais confirmer aussi ce qu'a dit le médecin des urgences. Ce qui devrait être important, effectivement, c'est les soins. Effectivement. La seule petite chose, c'est que pour pouvoir faire des soins, il faut de l'argent. Et effectivement, comme l'a dit Aline, on a besoin d'un service d'achat, on a besoin de se former, on a besoin de l'informatique et on a besoin de tout ça. Oui, mais le seul petit problème, c'est que, étant donné qu'on va tous passer sous la même informatique, ça nous est tout petit peu important parce que pour communiquer avec l'informatique du CHU, on va utiliser Internet. Le jour où Internet ne marche pas, on n'aura plus du tout d'informatique. Donc c'est un tout petit peu dommage par rapport à ça. Et on va aller un tout petit peu plus loin, il va falloir qu'on ait le même outil de travail. Le seul petit problème, c'est que vous, c'est le vôtre qu'on va récupérer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le CHU, c'est le plus gros. On ne peut pas lutter contre le plus gros, c'est pas possible. Donc on va devoir se plier à vos outils à vous. Le seul petit problème, c'est que juste pour le dossier patient, ça va nous coûter 1,5 million. 1,5 million qu'on ne va pas pouvoir... parce que la première source de dépenses d'un hôpital, c'est les salaires. Ça veut dire que forcément, on va avoir un tout petit problème de finances. Donc effectivement, tout ça, c'est absolument pas dit, mais ça va avoir un coût phénoménal. Et en l'occurrence, ce qui n'est pas dit non plus, c'est toutes les collusions qui sont collatérales et tous les conflits d'intérêts, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Celles-là non plus, elles ne sont pas dites, parce que c'est des passations de marché phénoménales. Phénoménales. Je suis un vieux militant communiste et je tenais à féliciter les deux groupes communistes et apparentés au Sénat et au Parlement. Je lis l'Humanité régulièrement, et heureusement que je lis l'Humanité pour savoir les combats que vous menez. Et de mon point de vue, il manque du soutien à la base, pour aller beaucoup plus loin, pour être concret par rapport à toutes les luttes qu'on a menées. Aujourd'hui, on parle de l'hôpital, et je terminerai en disant il faut qu'on soit nombreux, parce que malheureusement, j'en parlais tout à l'heure un peu avec Annie, la couverture médiatique de votre tournée en France sur les hôpitaux, on peut dire qu'elle est à ras les pâquerettes. Malheureusement, ça ne m'étonne pas, mais ça me scandalise quand même. On peut dire que le mot de conclusion a déjà été fait. Donc je vous remercie vraiment pour vos interventions et je pense que vous pouvez compter sur les parlementaires qui sont à mes côtés pour mener le combat jusqu'au plus haut qu'ils puissent le faire, par des interpellations au ministère, par des interpellations de l'ARS et par des rencontres avec les directions pour leur dire quand même notre façon de penser, parce que en effet on est bien loin de la présentation assez idyllique que nous en a fait la direction cet après-midi et des propos qu'on a pu entendre ce soir avec vous. Merci en tout cas et bonne continuation.